Quelle stratégie pour investir sur son PEA en 2023? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Comme chaque année, en début d'année, je fais le bilan et j'essaie de voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas vraiment fonctionné. L'année passée, j'ai décidé d'adopter une certaine prudence sur les marchés face évidemment aux nombreuses incertitudes qui se sont avérées réelles. On a eu le Covid, on a eu le conflit Ukraine, on a eu l'inflation et on a eu le relèvement des taux. Bref, c'est tout un tas de circonstances qui ont eu un impact qui est non négligeable sur la bourse et sur les marchés financiers de manière plus générale. Pour autant, l'année passée n'a pas été uniforme et certaines nuances méritent quand même d'être approfondies, notamment pour mieux comprendre l'environnement dans lequel nous démarrons cette année 2023. J'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous donner mon analyse et mon approche pour cette année et pour les mois à venir. J'essaie de recompiler les sources les plus fiables que j'ai pu trouver. Évidemment, c'est mon analyse, je vous invite quand même à vous questionner sur tout ce que je vais vous apporter, à avoir une réflexion derrière, parce que je vous rappelle que l'investissement, c'est toujours assorti de risques. Alors, je suis parti déjà sur le postulat que 2022 a été une année de correction. Une année de correction, mais pas très uniforme. Après un cru 2021 qui a été exceptionnel, les marchés boursiers ont subi une correction en 2022. Et plusieurs éléments ont pesé sur les indices. Déjà, on a une dégradation du contexte macroéconomique marquée par une détérioration des indicateurs économiques, notamment un ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis. On a aussi le conflit en Ukraine qui a précipité une flambée des cours des matières premières et notamment celles qui sont liées à l'énergie, le gaz et le pétrole. Ça, c'est la principale conséquence de ce conflit ukrainien. Ensuite, on a aussi eu la hausse généralisée des taux directeurs des grandes banques centrales, la Fed, la BCE, etc. Et ça a été une hausse en réaction à la forte accélération de l'inflation. Franchement, je vous le dis, on a été gâtés cette année. Et en plus de ça, il y a eu le maintien de la pandémie dans certaines régions du monde, notamment la Chine. Et ce contexte très difficile a eu pour conséquence de remettre sur le devant de la scène le spectre de la récession mondiale. Et ça a accentué évidemment les craintes des investisseurs, notamment les miennes. Je vous mets un petit graphe pour vous confirmer un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette année 2022. On a une chute progressive de tous les indices européens qui ont été fortement malmenés en 2022. On peut voir qu'il y a une légère remontada à la fin de 2022, mais bon, on voit bien que l'année a vraiment envoyé du lourd. Et on voit bien que les indices boursiers ont été fortement malmenés. Le CAC 40 a pris moins 10% et le DAX 40, lui, a pris moins 13% et ont ainsi terminé tous les deux l'année dans le rouge. L'indice phare de la bourse de Londres, le FTSE 100, est resté stable et il a mieux résisté, bénéficiant de son exposition au secteur des matières premières et de l'énergie. En France, deux valeurs ont notamment dominé la bourse de Paris au vu de leur performance. C'est tout d'abord Thales qui a pris plus 58% et est arrivé très largement en tête en bénéficiant de son exposition à la défense. Donc forcément avec le conflit ukrainien, on a une augmentation du budget de l'armement et forcément l'investisseur qui a prévu les conséquences du conflit a prévu la hausse de justement de cette action directement. Et j'ai la chance d'être entré dans le dossier Thales pratiquement dès les prémices du conflit ukrainien, d'avoir bénéficié d'au moins une partie de cette hausse. Et là, je repars sur le dossier Thales à nouveau avec une logique vraiment plus long-termiste parce que j'ai une vision plus long terme en fait de l'action tout simplement et je l'envisage sur un horizon 5-10 ans, pourquoi pas. Pourquoi ? Parce que le conflit ukrainien, je pense qu'il va induire une logique de réarmement de tous les pays parce qu'on se rend compte que délocaliser c'est bien, mais s'il y a un conflit mondial qui se déclenche tout simplement, il n'y a plus rien sur le pays, il n'y a plus rien sur l'ensemble du pays. Concrètement, s'il y a une guerre mondiale qui se déclenche, la France, elle est complètement à poil. Donc je pense que là, il y a une logique de réarmement qui va se mettre en place. Ensuite, on a Total Energy qui a fait plus 28% et qui a, sans surprise, été avantagé par l'environnement de prix très favorable des cours du pétrole et du gaz. Donc ça, c'est le même délire, c'est le même topo. On était sur une espèce de crise énergétique qui a fait que l'offre et la demande ont fait augmenter le prix de l'énergie. Et d'ailleurs, on est toujours sur une augmentation qui est croissante du prix de l'énergie et ça se répercute forcément de manière directe sur les actions comme Total par exemple. On a aussi Safran qui a fait un petit 9% et s'est dégagé légèrement du reste de l'indice en profitant tout comme Thales de ses activités qui sont liées à la défense. Donc voilà, on a une corrélation qui a été vraiment liée tout simplement au phénomène de la guerre en Ukraine. On a vraiment une augmentation
augmentation exponentielle de tous ces secteurs-là qui ont été impactés en fait de manière positive pour les investisseurs. On le voit vraiment, les 3 premières performances du CAC 40 en 2022 sont Total avec 28%, la première place c'est Thales avec plus 58%, et on a Safran derrière qui vient bénéficier aussi de cette activité liée à la défense. Donc on voit vraiment la corrélation directe avec le conflit. Et de manière plus générale, on a un rebond au dernier trimestre, puisque malgré la tendance baissière, les marchés n'ont pas vraiment capitulé et ont entamé une espèce de rebond. Un rebond qui est visible sur le graphique que je vous ai mis en premier. Et l'élément qui a confirmé ce sursaut va correspondre à la publicité du niveau d'inflation pour le mois d'octobre aux États-Unis. La hausse des prix a effectivement continué à ralentir en octobre 2022, mais à un rythme plus rapide que les attentes qu'on en avait. Et là, l'éloignement du pic d'inflation a été perçu par les investisseurs comme un signal très positif qui pourrait entraîner dans les mois à venir un potentiel assouplissement dans le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed. Et la fin du mois de septembre a ainsi marqué le point le plus bas de l'année en bourse. Et ce point le plus bas était, comme je vous l'avais dit, l'occasion d'acheter des actions très bas prix, des très très bonnes actions comme LVMH, etc. Pour l'investisseur qui sait saisir les opportunités et qui sait garder le sang-froid, en fait, tout simplement son sang-froid, c'était vraiment une espèce de grand Black Friday qui était organisé sur la bourse. Et depuis, les actions, les indices ont bien rebondi, à l'image du CAC 40 qui a répercuté près d'un 16% en octobre-décembre. Et ça a été une reprise qui m'a vraiment laissé le temps de me positionner sur pas mal de dossiers très intéressants, parce qu'en fait, il y avait quand même une crainte toujours vis-à-vis du marché. En fait, les investisseurs ne s'étaient pas encore repositionnés sur le marché, et ça m'a permis de rentrer vraiment très progressivement sur des dossiers que je jugeais intéressants. Et ça a été à cette occasion-là que je suis reparti sur Thales. Et là, comme je vous l'ai dit, on a eu au cours de l'année la hausse très spectaculaire des prix de l'énergie qui a constitué une des premières conséquences de la flambée de l'inflation qui a atteint en 2022 un niveau record en zone euro. Je rappelle, 10,6% en octobre selon Eurostar. Et aux États-Unis, on était à un 9,1% en juin selon le Bureau américain des statistiques. Voilà, je vous montre des petits graphiques de l'évolution de cette inflation et des prévisions de l'OCDE. Et directement, la conséquence, c'est que cette situation qui est inflationniste a obligé les banques centrales à relever leur taux directeur. Donc on a un tour de vis qui est fait par la Fed progressivement et qui a déjà commencé très très rapidement. Elle a commencé en mars déjà à resserrer un petit peu le tour de vis, on le voit sur ces graphiques. Même si le dernier relèvement de taux a été moins élevé que les précédents, le message de la part de la BCE et de la Fed est resté très strict vis-à-vis du resserrement de leur politique monétaire. Et les institutions se sont également montrées moins optimistes sur la trajectoire de l'inflation et dans leur perspective de croissance économique en 2023. On voit vraiment que la maîtrise de l'inflation n'a toujours pas été faite au maximum et résolue complètement. Donc on a des taux de directeur qui sont encore très difficiles à anticiper pour le moment. Selon Bloomberg, la majorité des investisseurs s'attendent quant à eux à une hausse des taux directeurs de 50 points pour la Fed et de 100 points pour la BCE au cours du premier trimestre 2023. Donc pour 2023, c'est vrai qu'il y a quand même une visibilité qui est relativement limitée. Bon, il y a eu un rebond des indices actions en octobre, mais il y a quand même des incertitudes pour 2023 qu'on peut pas enlever. L'inflation semble avoir atteint un pic des deux côtés de l'Atlantique en 2022 et les investisseurs vont quand même, je pense, rester vigilants. Dans un scénario optimiste, la fourchette des taux directeurs de la Fed pourrait ainsi atteindre son point le plus haut au cours du premier semestre 2023, avant une possible baisse fin 2023. Mais bon, malgré les incertitudes de 2023, j'ai observé qu'à ce stade, il y a une résilience de l'économie et que certaines entreprises ne sont même pas affectées. Et moi, je pense qu'on est dans ce contexte-là et je vois pas forcément une récession qui arrive. À mon avis, la résilience, elle est encore plus poussée par le fait que après la situation post-Covid, il y a une grosse relance de l'activité et il y a un bilan qui est relativement sain au niveau des ménages et des entreprises en raison évidemment du soutien massif des gouvernements. Et en plus de ça, il y a pas mal d'investisseurs qui semblent être prêts à revenir sur les actifs plutôt risqués dans les prochains mois en raison évidemment du niveau excessif des liquidités au sein des portefeuilles comme le montre le graphique que je vous présente à l'écran. Mais bref, assez blablaté, on va en venir à la stratégie qu'il faudrait privilégier en termes d'allocation sectorielle en 2023. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs logiques à adopter. Soit en 2023, on commence à adopter une logique un peu plus agressive et on sort
sort de nos valeurs défensives pour aller chercher des actions qui auraient, entre guillemets, bien baissé et souffert du ralentissement économique. Et entre guillemets, on essaye de faire un effet de levier sur ces actions-là. Soit on prend le parti pris de dire ok, ça va faire que on part dans une récession et on va plutôt se focaliser sur des actions plus défensives. Alors moi j'ai maintenu mes positions défensives, mais je pense que malgré cela, en fait, je vais garder mes positions défensives. Je vais pas liquider mes LVMH, mes Pernod Ricard, mes machins, mes trucs. Par contre, je vais essayer de venir chercher quelques petites actions qui ont un taux de risque qui est un petit peu plus élevé. Évidemment, on n'est pas sur des grosses valeurs défensives, etc. Mais je vais aller chercher un petit peu, je vais avoir une meilleure tolérance au risque, puisqu'en fait, je ne pense pas qu'on parte dans une récession. Et c'est pour ça que j'ai acheté, par exemple, dernièrement, j'ai acheté Essilor Luxottica. J'ai acheté, par exemple, du Stellantis également. Et j'ai renforcé mes positions sur Thales, parce qu'en fait, je pense que toutes ces entreprises-là, même avec le contexte économique actuel et quand bien même il y aurait une récession qui s'initierait, le fait qu'on soit dans un contexte géopolitique, économique, tout ce que vous voulez, favorable à ces entreprises, fait que quand même on peut espérer une croissance qui est très intéressante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec Thales dernièrement, qui a énormément augmenté, la plus grosse augmentation du CAC 40 dans cette année 2022. On était, je vous le rappelle, à plus 58%, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement solide. Et ceux qui ont vu venir cette position-là, ceux qui ont pris position sur Thales, en sont sortis quand même relativement bien grandis. 58%, ça fait plaisir. Moi, j'avais la ligne Thales, mais pas vraiment en investissement prioritaire. C'était une de mes lignes, entre guillemets, de tâtonnement. Mais là, depuis peu, et depuis le début 2023, je renforce cette ligne régulièrement, mensuellement. Et après, en termes de secteur, la logique, c'est par exemple de privilégier des secteurs plutôt cycliques, comme par exemple les banques, puisque en termes de valorisation, la décote moyenne entre les valeurs bancaires et celles de l'assurance en Europe n'a jamais été aussi importante depuis 2011. Donc on a quand même potentiellement une opportunité à saisir, puisque la banque va se refaire. Enfin, c'est ce qu'on espère évidemment. Mais je pense que le scénario catastrophe n'est vraiment pas à la porte. Ensuite, comme autres secteurs cycliques qui ont décoté, on a aussi par exemple tout ce qui va être produits non essentiels, comme les vêtements, l'électronique, etc. Tous ces secteurs ont fait les pires performances sectorielles en 2022. À mon sens, tous ces secteurs devraient récupérer leur position initiale et réatteindre des pics très intéressants, donc il faut investir dedans maintenant. Enfin bon, ça c'est ma logique à moi, évidemment. Et en plus, moi je me situe là sur ces actions-là sur une logique assez court-termiste, c'est-à-dire moins d'un an peut-être. Inversement, cette année, je vais plutôt essayer de m'écarter de certains secteurs comme la pharmacie et la biotechnologie, qui certes ont bien profité de l'environnement de marché tendu en 2022, mais qui pourraient aussi en parallèle cette année être affectés par plusieurs autres éléments, notamment une accélération de l'inflation salariale, une dépréciation de la monnaie, et un attrait défensif du secteur. Et un attrait défensif du secteur qui est beaucoup moins d'actualité en raison évidemment de l'atténuation des craintes de récession. Parce que comme je vous le dis, le consensus s'accorde à dire que la récession n'est pas à la porte. Donc je pense que c'est le bon moment pour essayer de faire des achats qui sont réfléchis certes, mais de prendre un peu plus de risques, parce qu'à mon avis, chaque crise s'accompagne d'un lot d'opportunités, et là c'est l'occasion, parce qu'à mon avis, le marché, la bourse va reprendre son cours, et forcément, si vous entrez maintenant avec des taux qui sont bas, vous allez récupérer aussi bien des plus-values que des dividendes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et je vous retrouve dans l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran.